deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Au moment de la fusion, il y a 3 masses solaires émises sous forme d'ondes gravitationnelles. C'est deux singularités, 2 points où l'espace-temps est vraiment déchiré, qui se rencontrent. C'est quand même l'un des événements les plus énergétiques qui ait eu lieu dans l'univers. Que nous révèlent ces ondes? En fait, c'est vraiment un nouveau pan de l'astronomie qui s'ouvre et qui est en train de s'ouvrir. On pense aussi qu'il y a un bruit de fond dans l'univers et ça, on peut essayer de le détecter en regardant les pulsars. Parce qu'on a en fait accès à un nouveau sens pour étudier notre univers. L'écoute de l'univers lui-même. Ça peut aussi faire office de signal d'alarme un peu. Donc ces ondes, qu'est-ce qui se passe quand elles arrivent précisément, quand elles traversent la Terre? Aurélien Hess, merci d'être avec nous. Vous êtes astrophysicien au laboratoire Temps-Espace de l'Observatoire de Paris. Et votre travail de recherche porte sur les ondes gravitationnelles, ces mystérieuses vibrations de l'espace-temps prédites il y a plus d'un siècle par Albert Einstein, mais dont l'existence a été démontrée il y a à peine une décennie. Dans cet épisode de Planétarium, nous vous proposons un voyage fascinant au cœur de l'espace invisible. Alors avant d'entrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, comme base, Aurélien Hess, qu'est-ce qu'une onde gravitationnelle ? Oui, tout à fait. Alors avant de rentrer vraiment sur les ondes gravitationnelles, il faut savoir que les ondes gravitationnelles, c'est un phénomène qui est prédit dans le cadre de la théorie de la relativité générale. Donc la relativité générale, c'est une théorie qui a été développée par Albert Einstein, qui a été publiée en 1915, et qui est la théorie qui décrit la gravitation, l'interaction gravitationnelle. Albert Einstein a révolutionné un petit peu la physique moderne en proposant une théorie géométrique de la gravitation, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on a décrit l'interaction gravitationnelle comme étant une déformation de l'espace-temps. Donc l'espace-temps, c'est un espace à 4 dimensions dans lequel on évolue, dans lequel l'univers évolue. Et ce qui se passe, c'est que les corps vont venir déformer cet espace-temps. Et en réponse, les astres vont suivre des lignes droites dans cet espace-temps courbe. Donc ça, c'est le cadre théorique dans lequel les ondes gravitationnelles ont été découvertes en 1916 par Albert Einstein également. Donc il faut imaginer cet espace-temps qui peut se courber, dû à la présence de matière ou d'énergie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si des corps commencent à être accélérés dans cet espace-temps, ils vont produire des petites ondes qui vont se propager à la vitesse de la lumière. Donc ça, ce sont les ondes gravitationnelles. Donc ce sont vraiment des espèces de petites ondulations sur la toile de fond de notre univers qui vont se propager à la vitesse de la lumière. Ce ne sont ni des ondes lumineuses comme la lumière, ni des ondes audio, ni des ondes radio. Voilà, exactement. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau, complètement différent. C'est pas des ondes électromagnétiques, c'est vraiment des ondes qui proviennent de fluctuations de l'espace-temps lui-même. Donc rien à voir avec l'électromagnétisme, rien à voir avec le son, qui sont des ondes de compression. Un nouveau type d'onde qui a été prédit donc en 1916. Et alors où est-ce qu'elles naissent ? L'accélération non sphérique de corps ou d'énergie qui vont émettre ces ondes gravitationnelles. Donc typiquement, si vous prenez un système binaire, donc 2 planètes ou 2 trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, ça c'est un système qui va émettre des ondes gravitationnelles. Ou n'importe quel objet non sphérique, donc ici, si j'agite les mains, je vais générer des ondes gravitationnelles. Quelle que soit la masse de l'objet ? Oui, le seul problème ou souci, c'est que la gravitation est une interaction qui est extrêmement faible. Donc si vous voulez générer des ondes gravitationnelles qui soient un petit peu conséquentes et visibles, il faut mettre en jeu des phénomènes qui soient très massifs ou très énergétiques. Donc là, ce que je fais ici, ça génère des ondes gravitationnelles, mais complètement indétectables et qui n'auront absolument aucun impact sur quoi que ce soit dans l'univers. Tristan Vey, vous êtes... de se dire qu'on est tous des générateurs d'ondes gravitationnelles. Je voulais vous demander qu'est-ce qui vous fait sourire, Tristan Vey, au service Sciences du Figaro. On a l'habitude de parler d'ondes gravitationnelles évidemment pour des choses très énergétiques parce qu'on parle d'ondes gravitationnelles quand elles sont détectables. Mais c'est vrai que sur le plan théorique, n'importe quelle chose qui est de la masse et qui bouge génère des ondes gravitationnelles indétectables et donc du coup sans réel intérêt ou portée scientifique, mais c'est... Pas besoin d'être une étoile à neutrons pour... Ne pas être Pas besoin d'une étoile à neutrons pour émettre des ondes gravitationnelles. Tout à fait. Alors est-ce que ça veut dire, si elles sont propres à l'univers, que rien ne peut les arrêter ? Une onde gravitationnelle, elle va interagir, mais par la force gravitationnelle avec ce qu'elle croise sur son chemin. Donc typiquement, un système binaire pourrait absorber un petit peu d'énergie sur le passage de l'onde gravitationnelle, mais c'est tellement faible qu'en fait, il y a très très peu de choses qui pourraient arrêter une onde électromagnétique. À l'exception quand même d'un trou noir, donc comme je l'ai dit, les ondes gravitationnelles, elles se propagent à la vitesse de la lumière, elles suivent en fait les mêmes trajectoires que les ondes lumineuses dans le vide.
Et il se pourrait qu'elle rentre, qu'elle franchisse l'horizon d'un trou noir, et à partir de ce moment-là, l'onde gravitationnelle est absorbée de la même manière qu'une onde électromagnétique serait absorbée par un trou noir. Comme toute onde, elle s'atténue avec la distance, parce qu'il y a forcément, l'onde gravitationnelle grandit, donc elle perd un peu d'énergie, donc plus elle est loin, plus elle... Tout à fait, il y a une conservation de l'énergie, donc à partir du moment où elle s'est émise, l'amplitude de l'onde va décroître avec la distance. Ce qui permet de connaître, quand on la mesure, la distance d'où elle nous... Exactement. Donc maintenant, sur Terre, quand on mesure maintenant des ondes gravitationnelles, en fonction de leur amplitude et de la forme exacte de l'onde qu'on mesure, on peut remonter à certaines propriétés des sources qui ont émis ces ondes, comme par exemple, comme vous l'indiquez, la distance à laquelle se trouvent ces systèmes binaires. Et donc ces ondes gravitationnelles, on les a détectées, je le disais en introduction, pour la première fois, on a eu la preuve de leur existence il y a une décennie. Oui, en 2015, donc en septembre 2015, ça a été la première détection directe des ondes gravitationnelles. Gravitational waves, we did it. Donc à peu près 100 ans après leur prédiction. Comment est-ce qu'on les a détectées ? Au départ, la communauté scientifique était sceptique quant à l'existence réelle de ces ondes. Donc elles étaient prédites par la théorie, ça c'est assez facile à faire. Einstein l'a montré en 1916, mais Einstein lui-même ne savait pas si c'était juste un artefact mathématique qui sortait de la théorie ou si c'était vraiment quelque chose de réel, de physique qu'on pouvait observer. Donc là, il a déjà fallu attendre la fin des années 50, vers les années 58, 59, pour que les théoriciens démontrent et s'accordent pour dire qu'en fait, oui, c'était vraiment des ondes qui sont physiques et qui transportent de l'énergie, donc quelque chose qu'on peut observer. C'est dans les années 60 que certains pionniers, je vais dire, en particulier Weber aux États-Unis, ont commencé à réfléchir à développer des méthodes expérimentales pour détecter ces ondes gravitationnelles. Et puis ensuite, il a fallu développer ces technologies, et puis il a fallu les améliorer, etc. Et ce n'est qu'en 2015 qu'on a eu cette première détection directe. Donc cette première détection directe, elle est arrivée par l'utilisation de l'interférométrie. Alors quel est le principe ? Comment ça fonctionne ? Voilà, donc s'il y a une onde gravitationnelle qui parcourt cette pièce, ce qui se passe, c'est que ça va modifier la distance entre des objets qui sont soumis uniquement à la gravitation. Une des idées pour mesurer le passage d'ondes gravitationnelles, c'est de prendre des objets. L'idée, c'est qu'ils soient sensibles uniquement à l'interaction gravitationnelle. Donc sur Terre, il s'agit de miroirs qui sont suspendus à des ressorts. Donc on essaye que ces miroirs ne soient pas du tout sensibles, par exemple aux vibrations terrestres et ce genre de choses. Et ensuite, l'idée, c'est de calculer et de mesurer surtout de façon très précise la distance entre ces miroirs. Pourquoi ? Parce que s'il y a une onde gravitationnelle qui passe, la distance entre ces miroirs va osciller très légèrement. Et donc on fait ça sur Terre en utilisant des interféromètres qui maintenant, donc il y en a 2 aux États-Unis, un en Europe, un au Japon. Typiquement on suspend des miroirs qui sont séparés par des distances de l'ordre de quelques kilomètres, donc 4 kilomètres pour les détecteurs LIGO aux États-Unis, 3 pour le détecteur Virgo en Italie, c'est 3 aussi pour le détecteur Kagra au Japon. Il y en a 4 actuellement en fonctionnement, il y en a d'autres plus petits, par exemple GEOS 600 en Allemagne, qui était là historiquement avant et qui sert encore essentiellement pour faire du développement technologique. Et puis il y en a d'autres en construction. LIGO en Inde est aussi en train de construire un nouveau détecteur. Et donc ces détecteurs ont des formes de L, donc il y a en fait 2 bras, donc on mesure en fait la distance de deux côtés d'un L en même temps. Et pourquoi ? Parce qu'en fait on envoie la même lumière dans les 2 bras. Donc la lumière va se propager le long de chaque bras. Les 2 bras ont la même distance et quand elle revient, on la fait interférer. Ce qui veut dire que si les bras ont exactement la même longueur, on aura beaucoup de lumière en schématisant un petit peu. Et maintenant, en fait, quand une onde gravitationnelle va passer, ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir déformer ce bras. Ça dépend un petit peu de ce qu'on appelle la polarisation de l'onde. Donc, un des côtés du bras qui peut s'allonger, l'autre qui peut se rétrécir, ce genre de choses. Et donc, il va y avoir des petites fluctuations dans les longueurs de ces bras. Ce qui veut dire que la lumière qu'on va recevoir de l'autre côté, à la sortie de l'interféromètre, va osciller. Et donc ce qu'on mesure, c'est vraiment ces intensités de lumière qui proviennent de l'interférométrie de la lumière qui se propage sur ces 2 bras. C'est pour une raison simplement de compétition scientifique entre les nations ou ça a une utilité d'en avoir plusieurs ? Il y a plusieurs intérêts à en avoir plusieurs. Le premier, donc, c'est qu'on essaye de mesurer des signaux qui sont extrêmement faibles. Donc ici, on a des détecteurs qui font de l'ordre de quelques kilomètres. On essaye de mesurer des variations qui sont de l'ordre plus petit qu'un proton. Donc c'est des variations qui sont de distance qui sont vraiment infimes.
Et il y a évidemment toute une série de bruits qui peuvent venir perturber les mesures. Et le fait d'avoir plusieurs détecteurs qui sont séparés idéalement de plusieurs milliers de kilomètres, ça permet d'avoir une confirmation qu'on a bien un signal d'onde gravitationnelle. Parce que l'onde gravitationnelle, elle se propage. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle est assez peu impactée par la Terre. Et donc si un détecteur voit une onde gravitationnelle, les autres doivent le voir aussi. L'autre raison, c'est qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, quand on mesure ces signaux d'ondes gravitationnelles, en les analysant, on peut inférer l'information sur les sources qui les ont émises. Donc en particulier, on parlait tout à l'heure de la distance. On est aussi intéressé de savoir où est-ce que se situent les sources qui ont émis ces ondes gravitationnelles, leur position dans le ciel. Et ça, un détecteur tout seul, l'incertitude qu'on a sur la position est énorme. Et donc le fait d'avoir plusieurs détecteurs qui sont sensibles en fait à des directions dans le ciel légèrement différentes permet en fait de combiner les données et d'améliorer les prédictions qu'on peut faire quant à la direction desquelles proviennent ces ondes gravitationnelles. Il faut quand même des événements importants pour qu'on puisse les détecter depuis la Terre. Quelles sont les principales sources d'ondes gravitationnelles qu'on peut détecter sur Terre ? C'est essentiellement des trous noirs, des fusions de trous noirs donc de binaires. Donc c'est deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Ce faisant, ils émettent des ondes gravitationnelles, donc ils perdent de l'énergie, ils se rapprochent, ils tournent de plus en plus vite et à la fin, ils finissent par fusionner et ne faire plus qu'un seul trou noir. Et ensuite, on a aussi des fusions d'étoiles à neutrons. Donc c'est des corps célestes qui sont un petit peu plus légers que les trous noirs, qui fusionnent. Donc même principe, sont deux corps célestes, comme on les voit là, qui tournent l'un autour de l'autre, qui vont accélérer, qui vont former un trou noir suite à cette fusion. Et puis, il y a eu quelques événements de fusion où on a un trou noir et une étoile à neutrons. Donc ça arrive aussi. Là, on parle de quelques-uns des événements les plus puissants qui peuvent se produire dans l'univers. On est sensible à une gamme de fréquences. Et du coup, ceux-là ont été construits dans le but de détecter ce type d'événements-là, dont on sait qu'ils émettent des ondes gravitationnelles très intenses, dans une certaine gamme de longueur d'onde qui est accessible si on fait des détecteurs de cette dimension-là à peu près. Et la découverte des ondes gravitationnelles, on le présente rarement dans ce sens-là, parce que pour plein de raisons, l'existence des trous noirs ne faisait plus vraiment mystère, mais quelque part, c'est la confirmation expérimentale la plus flagrante de l'existence des trous noirs, parce que le signal qui a été observé par ces ondes gravitationnelles a une forme particulière et il correspondait parfaitement au signal théorique prévu par une fusion de trous noirs, qui n'est pas exactement pareil que quand c'est une étoile à neutrons, ça c'est pas exactement la même forme, et du coup c'était assez beau. Il y a des détecteurs plus grands qui permettront d'accéder à d'autres événements. Typiquement, on pense que les événements qui ont eu lieu très tôt dans l'univers, au moment du Big Bang, ont généré des ondes gravitationnelles dont on doit peut-être pouvoir trouver la trace. Les trous noirs supermassifs, les fusions de trous noirs supermassifs sont des événements beaucoup plus grands, doivent aussi générer des ondes à des amplitudes très, très différentes, donc pas détectées de la même manière. On pense aussi qu'il y a un bruit de fond dans l'univers. Tous ces fusions de trous noirs pendant toute l'histoire de l'univers ont dû former une espèce de bruit de fond dans l'univers, et ça, on peut essayer de le détecter en regardant les pulsars. C'est un domaine que j'adore, moi. Je trouve ça fascinant. On utilise en fait toute la galaxie comme un détecteur d'ondes gravitationnelles. Mais oui, après, les fusions de trous noirs, c'est un phénomène très intense au niveau gravitation, parce que c'est deux singularités, deux points où l'espace-temps est vraiment déchiré, qui se rencontrent. J'arrive à me le représenter comme des boules noires, etc. Mais après, en termes mathématiques de singularité, je trouve ça assez fascinant, essayer de s'imaginer ce que c'est qu'une fusion de trous noirs. Alors quand même, si on reprend la première détection, donc qui était une détection où le signal à bruit était très important, donc la nature nous a gâtés, donc il n'y avait vraiment absolument aucun doute possible. Au moment de la fusion, il y a 3 masses solaires approximativement qui ont été émises sous forme d'ondes gravitationnelles en l'espace d'une milliseconde. Donc en fait, en termes énergétiques, c'est quand même l'un des événements les plus énergétiques qui ait eu lieu dans l'univers. On l'évalue comme ça, on l'évalue en masse. On connaît les masses des systèmes initiaux en observant les ondes gravitationnelles. On est également capable d'inférer la masse du système final, et puis on se rend compte qu'il y a de la masse qui a disparu. En fait, ça correspond exactement à la masse qui a été émise sous forme d'ondes gravitationnelles. Et donc là, il y a une quantité d'énergie phénoménale qui est dégagée en une fraction de seconde. Donc ça fait partie vraiment des événements les plus énergétiques qu'il soit possible d'imaginer actuellement dans notre univers. Cela nous a permis de confirmer, s'il en était besoin, l'existence des trous noirs. Que nous révèlent ces ondes d'autres sur l'univers ? Elles ouvrent une nouvelle fenêtre pour observer l'univers. Donc, si je prends une analogie, c'est comme si jusqu'ici, vous vous baladiez dans la vie, vous aviez uniquement la vue, et puis tout d'un coup, on vous débauche les oreilles et vous commencez à entendre ce qui se passe.
Et donc en fait, c'est vraiment un nouveau sens qui nous permet d'explorer l'univers, de comprendre l'univers, et aussi d'avoir des informations sur des phénomènes qu'on ne peut pas voir. Donc si je reprends l'analogie, si vous êtes face à un mur, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, mais peut-être que vous pouvez entendre ce qui se passe derrière. Et donc par exemple ici, dans le cadre de fusion de trous noirs, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Donc autant l'existence des trous noirs, personne n'avait de doute là-dessus, autant le fait que les trous noirs puissent fusionner, on pensait que d'un point de vue théorique, c'était quelque chose de tout à fait raisonnable. Eh bien, avec les ondes gravitationnelles, on en a vraiment une preuve directe. On a pu, en quelque sorte, les entendre. En 2015, quand on a eu cette première détection, donc c'était non seulement une confirmation de la théorie d'Einstein, c'était fabuleux, etc. Mais en fait, c'est vraiment un nouveau pan de l'astronomie qui s'ouvre et qui est en train de s'ouvrir, parce qu'on a en fait accès à un nouveau sens pour étudier notre univers. L'écoute de l'univers lui-même. Ça peut aussi faire office de signal d'alarme un peu. C'est comme ça qu'on a découvert une fusion d'étoiles à neutrons, parce qu'on a détecté d'abord les ondes gravitationnelles qui nous sont parvenues. Et LIGO et Virgo ont donné l'alerte aux astronomes en disant « on a un événement d'intérêt, voilà où il se situe ». Ça rejoint pourquoi on a plusieurs détecteurs, de savoir où ça se situe précisément. Tous les télescopes spatiaux se sont pointés sur cette zone-là. On a pu observer l'événement se produire. Donc cette fusion a émis dans toutes les longueurs d'onde. Ça a été très très bien décrit. On a découvert que c'était une kilonova. Et du coup, on a pu identifier un phénomène qui avait déjà été détecté en astronomie auparavant, sans qu'on sache exactement ce que c'était. On a pu dire, la kilonova, en fait, c'est une fusion d'étoiles à neutrons. Donc ça peut servir par exemple à ça. Voilà, et donc ça on appelle maintenant l'astronomie multimessager. Donc en fait on utilise plusieurs messagers pour observer un phénomène, donc dans le cadre ici d'une fusion d'étoiles à neutrons. Et donc on combine en fait les différentes techniques d'observation pour apprendre et pour affiner, dériver plus d'informations sur tous ces systèmes astrophysiques. Et donc là c'est vraiment une source phénoménale d'informations supplémentaires qui est à notre portée maintenant. Donc ces ondes, on les capte depuis la Terre actuellement. Vous nous avez dit certaines sont très puissantes, en tout cas au départ, plusieurs masses solaires. Qu'est-ce qui se passe quand elles arrivent précisément, quand elles traversent la Terre? Est-ce que ça a un impact sur la Terre, sur notre planète? Alors oui, ça a un impact, mais qui est complètement négligeable. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les ondes, quand elles traversent de la matière, elles font varier un petit peu les distances entre les différents objets. Mais c'est tellement infime, donc ici on parle de modifications qui sont plus petites que la taille d'un proton, comme j'ai indiqué tout à l'heure, sur des distances de plusieurs kilomètres. Et donc en fait, ça passe, on ne s'en rend pas compte. Donc il y a des ondes ici qui traversent la pièce en cet instant même, et voilà. Il n'y a pas de danger particulier. Il n'y a pas d'un danger particulier. Ça met en émoi quelques centaines d'astrophysiciens et de spécialistes des ondes gravitationnelles. Ça déclenche des alertes à LIGO et Virgo. Maintenant, ça a un vrai impact maintenant. Mais j'imagine que si la source était beaucoup plus proche, une source d'une telle puissance était beaucoup plus proche, bon, on aurait d'autres problèmes avant. On aurait d'autres problèmes avant, mais oui, si elles étaient juste dans notre voisinage, ça pourrait être problématique. Mais dans ce cas-là, on ne serait pas ici pour en discuter. Parce que c'est une question que j'ai vue passer en faisant les recherches pour cette émission, beaucoup en science-fiction, etc. Oui. La découverte des ondes gravitationnelles, en tout cas leur confirmation, a engendré toute une littérature de science-fiction assez prolifique. D'armes à ondes gravitationnelles, etc. Donc c'est intéressant de préciser. Est-ce qu'on a déjà détecté, en étudiant les ondes gravitationnelles, des choses auxquelles on ne s'attendait pas? Je dirais oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de découverte vraiment révolutionnaire. Alors, la détection des ondes déjà en elle-même, c'est quand même révolutionnaire, ça ouvre un pan à l'astronomie gravitationnelle, donc c'est fantastique. On a découvert des trous noirs, tout ça. Il n'y a pas eu de déviation, on en parlait un petit peu tout à l'heure, de la théorie de la relativité générale, de signaux complètement incompris, donc il n'y a pas eu de énorme révolution à ce niveau-là. Mais par contre, ça a quand même amené certaines tensions avec les modèles astrophysiques. Donc par exemple, il y a des masses auxquelles on ne s'attendait pas à avoir de trous noirs, donc typiquement entre 60 et 120, 130 masses solaires, on s'attend à avoir peu de trous noirs, voire pas de trous noirs, et on en a détecté dans ce qu'on appelle ce gap mass. Même chose, entre 2, 2,5 masses solaires et 5 masses solaires aussi, on ne s'attend pas à avoir de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, donc c'est des masses où c'est un petit peu trop lourd pour être une étoile à neutrons, un petit peu trop léger pour être un trou noir. On a découvert des objets dans ces masses-là. Ça a quand même déjà forcé la communauté astrophysique à revoir un petit peu ces modèles, et ça a un peu poussé les théoriciens à retourner à leurs modèles théoriques. Je rapprocherais ça un peu des exoplanètes. Aujourd'hui, on connaît
6000 exoplanètes. On n'a rien découvert d'absolument fracassant, mais on a découvert des géantes gazeuses beaucoup plus proches de leur étoile que ce qu'on imaginait. On a découvert, on regarde les abondances des planètes dans certaines gammes, des densités, on découvre des choses un peu étonnantes, une zoologie un peu plus large que ce qu'on imaginait. Et pour les trous noirs, on est un peu dans cette situation-là, où du coup on découvre une zoologie de trous noirs. Alors on n'en a pas 6000, il y en a, il doit y en avoir quelques centaines maintenant. Quelques centaines, oui. Et du coup, sur ces quelques centaines, ben voilà, ils sont de plein de masses différentes, et on découvre certains qui sortent un peu des clous de ce qu'on imaginait être possible. Et du coup, le travail actuellement, c'est d'augmenter cette statistique pour essayer de voir comment après les modèles permettent d'expliquer cette statistique. Et donc on est sur de la physique un peu plus fine, c'est pas de la breaking physique, on n'a pas cassé le modèle, mais ça permet d'ajuster un peu notre compréhension. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt. Je veux dire, si tout avait fonctionné et si tout avait tombé, confirmé les prédictions qu'on avait faites il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ça aurait été un petit peu ennuyant, entre guillemets. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans la démarche scientifique, c'est que y a des choses qui ne collent pas exactement à ce qu'on avait prédit. Maintenant, il faut les comprendre, et c'est là l'intérêt de la démarche scientifique, je pense. Tristan Vey, les ondes gravitationnelles nous ont notamment permis de confirmer un sujet sur lequel vous avez travaillé dans vos articles, le théorème de Hawking. Je sais que ce sujet vous est cher. En tout cas, vous avez beaucoup travaillé dessus. Non, mais c'est juste que c'est un truc que j'ai trouvé rigolo. Alors, c'est pas... Qu'est-ce que c'est on déjà, ne confirme pas un théorème avec une seule observation, mais en tout cas, c'est une observation qui est dans le sens du théorème de Hawking. Et c'est une prédiction qui disait que quand un trou noir a une aire, et quand deux trous noirs fusionnent, le théorème dit que l'aire ne peut qu'augmenter. Ça peut paraître trivial dit comme ça, mais comme l'explique Aurélien, quand ils fusionnent, ils perdent une partie de leur masse sous forme gravitationnelle, et comme leur aire est proportionnelle plus ou moins à leur masse au premier ordre, pas complètement sinon ça ne marcherait pas, c'est pas forcément trivial que quand ils fusionnent, leur aire augmente. Mais en fait, il y a des histoires de spin, et l'air dépend aussi de leur rotation. Et Hawking avait fait cette prédiction-là, et il y a eu une observation relativement récente de trous noirs, où on a réussi, parce que les observations étaient suffisamment précise à confirmer que l'aire du trou noir résultant avait bien augmenté à peu près dans les proportions prévues par la théorie, ce qui n'est pas une confirmation définitive, parce qu'il pourrait y avoir un cas, il suffirait d'un cas où le théorème n'est pas vérifié pour l'infirmer, mais en tout cas ça allait dans ce sens-là. Et en plus c'est lié à une équation physique que je trouve très belle, parce qu'elle associe la mécanique quantique et la relativité générale. Toutes les constantes sont associées dans cette... c'est pas une... Comment dire, on parle souvent de l'unification des forces dans une même théorie, on n'en est pas là, mais c'est une équation qui montre qu'on peut faire un lien, on peut mélanger un peu la mécanique quantique et la relativité générale, et on obtient des choses étonnantes et étranges et assez belles. Aurélien Hess, il y a une découverte liée aux ondes gravitationnelles ces 10 dernières années qui vous a particulièrement marqué, que vous avez retenu? Alors moi j'ai trouvé la première détection d'étoiles à neutrons, et on en a parlé tout à l'heure avec la contrepartie électromagnétique, qui était vraiment fabuleuse, parce que ça a vraiment ouvert l'astronomie multimessager. Et puis en termes de physique fondamentale, donc moi je fais quand même pas mal de physique fondamentale, on a pu également contraindre pas mal de théories alternatives de la gravitation, c'est-à-dire qu'on a pu montrer qu'en fait les ondes gravitationnelles, elles se propagent vraiment à la même vitesse que la vitesse de la lumière, parce que les deux signaux sont partis à peu près en même temps du même événement, ils sont arrivés sur Terre quasiment en même temps. Ils sont propagés sur des distances complètement gigantesques. Donc en fait, on a pu mettre une limite sur la différence entre la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques et des ondes gravitationnelles, qui est contraint avec à l'ordre de 10-15. Donc voilà, extrêmement précis. Et en plus, c'était une des premières détections aussi en 2017. Donc vraiment un vrai pas en avant à mes yeux. Qu'est-ce qu'on s'attend à découvrir dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on recherche maintenant, dont on n'a pas encore la preuve formelle ou la démonstration autour des ondes gravitationnelles? Alors c'est une question difficile, parce que si on savait, on ferait pas de science. Qu'est-ce qu'on cherche? Et puis après, il y a plein d'aspects à cette question. Donc si on se concentre sur les détecteurs au sol, on va essayer de les améliorer, on va essayer d'aller voir plus loin, on va essayer d'améliorer, comme on disait tout à l'heure, les statistiques, on va essayer de pousser les tests de gravitation, etc. Donc ça, c'est un des aspects. Et puis ensuite, il y a d'autres détecteurs qui vont voir le jour, qui vont
ouvrir le spectre en fréquence des ondes gravitationnelles. Donc actuellement, les détecteurs au sol, ils recherchent des ondes gravitationnelles entre 10 et 1000 Hertz. Et là, sur le même principe que les télescopes standards qui captent la lumière, on peut regarder le visible, on peut aller voir l'infrarouge, etc. En fait, on va faire la même chose dans les ondes gravitationnelles. Donc il y a la mission LISA, on en parlera après, qui va aller voir à des fréquences un petit peu plus basses. Encore un petit peu plus bas, vous l'avez mentionné, il y a les pulsars qui permettent actuellement aussi de mesurer des ondes gravitationnelles. Donc par exemple, la mission LISA, elle va ouvrir une fenêtre sur l'univers qui est complètement fantastique. Et donc dans les décennies à venir, ces nouveaux détecteurs vont apporter des choses absolument fantastiques en termes de sources qu'on va pouvoir aller voir, en termes de sciences qu'on va pouvoir faire. Donc au niveau de la cosmologie, par exemple, on s'attend à ce que les ondes gravitationnelles vont permettre d'affiner en fait la compréhension de l'évolution de notre univers. Et donc là, la science, elle est juste, on en est encore qu'au balbutiement, donc tout ce qui va arriver va être juste complètement fantastique, je pense. La question de l'énergie noire est vraiment la plus proche de nous fournir des surprises, parce qu'on semble voir une variation de cette densité d'énergie noire sans qu'on comprenne, déjà qu'on ne comprend pas ce que c'est, et en plus, pourquoi ça varierait dans le temps, quelle peut être sa nature, et si les ondes gravitationnelles peuvent nous en apprendre plus. C'est fantastique. Aujourd'hui, les deux grands mystères de l'astronomie, et presque au-delà de l'astronomie et de l'astrophysique, de la science, presque, c'est l'énergie noire et la matière noire. C'est pas trop faux de le dire, je pense. Merci Tristan Vey, merci Aurélien Hess. C'est vous. Pour cette émission. Et nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de Planétarium.